Richelieu ne se serait sans doute pas autant occupé des affaires maritimes sans le siège de La Rochelle. Il est alors cardinal et ministre principal de Louis XIII et sa préoccupation première est d'affirmer l'autorité du roi sur sa mère, la haute noblesse et les protestants. C'est probablement le premier homme d'État français à réfléchir au rôle de la marine dans la politique générale du royaume. La révolte des Provinces-Unies contre l'Espagne est une étape décisive dans la révolution militaire qui voit la fin des armées de mercenaires au profit des armées nationales. Grâce à leur primauté dans le commerce maritime et les pêches, les Provinces-Unies financent la guerre qui durera 80 ans. Richelieu ne s'y trompe pas. Seul le développement du commerce maritime permettra d'augmenter les ressources fiscales du royaume. Avant d'imposer ses idées, qui doivent largement au chef d'escadre Isaac de Razilly, il faut faire sortir la marine de l'âge féodal en la nationalisant. Autrement dit, en la plaçant sous l'autorité unique du pouvoir central. Le siège de La Rochelle est l'occasion pour Richelieu de mesurer les nouveaux enjeux maritimes du XVIIe siècle. Le cardinal appose alors un train de réformes décisif. Les diverses amirautés sont supprimées au profit de la grande maîtrise de la navigation, créée le 13 décembre 1626, date aujourd'hui considérée comme la véritable naissance de la marine nationale. Un vaste programme de construction navale est lancé. Si votre majesté a toujours dans ses ports 40 bons vaisseaux, elle en aura suffisamment pour se faire craindre. Un premier embryon de flotte a été lancé en 1621, avec déjà le recours aux chantiers hollandais. En 1625, une nouvelle commande de 7 vaisseaux a été passée. Richelieu reprend cette politique, mais fait venir des charpentiers de Hollande qui se fixeront en Normandie et à Toulon. Devant La Rochelle, le cardinal réussit à mobiliser une flotte hétéroclite de 37 vaisseaux et brûlots portant 2600 hommes. Elle permet le débarquement dans l'île de Ré le 8 novembre 1627 et la déroute des troupes anglaises. Mais la victoire vient en 1628 de la célèbre digue construite par l'architecte Clément Métezeau. Les premiers navires de Richelieu sont des pataches ou des frégates de 100 à 300 tonneaux, destinés à protéger le cabotage en Atlantique comme en Méditerranée. Le deuxième effort du cardinal porte sur les Great Ships, les grands vaisseaux de plus de 500 tonneaux de la Royal Navy. En 1625, la marine en compte 4. 5 ans plus tard, elle en a 14, d'une jauge moyenne de 750 tonneaux, la plupart de construction hollandaise. La flotte française va s'illustrer contre l'Espagne. Dans les faits, les combats réels sur mer se limitent à la période de 1635 à 1643. Malgré la mobilisation en 1636 de 39 vaisseaux, 7500 hommes pour 400 canons, la campagne est un échec et révèle que, pour l'essentiel, il reste à former les officiers et les équipages, définir une stratégie, élaborer une tactique navale. Le corps des officiers est fondamentalement hétérogène. Mars-mai 1637 voit la reprise des îles de l'Airain par Sourdis, archevêque de Bordeaux, nommé commandant en chef, et le duc d'Harcourt. Sourdis réunit 42 navires venus de l'Atlantique, dont 9 vaisseaux de 500 tonneaux et 26 de 200 à 400 tonneaux qui se joignent aux 11 galères du Levant. Le débarquement est une réussite, et 45 jours plus tard, les îles capitulent. Le 22 août 1638, Sourdis écrase à Guétari l'escadre espagnole de la Corogne, tandis que se livre à Vado, en côte de Ligurie, la dernière grande bataille de galères. Toutes ces batailles navales se font au profit de la stratégie terrestre. Il s'agit de parfaire le siège par mer en écartant les convois de ravitaillement. Cela nécessite de rester sur place, mais les ressources financières et l'hiver ne le permettent pas. Le grand problème est celui des chefs. Il faut réunir compétence et fidélité. Richelieu s'appuie sur l'ordre de Malte. Forbin, Poncourlet, son neveu, et le chevalier Paul, la haute noblesse et son clan, son autre neveu Maillet-Brézé, et surtout Sourdis, archevêque de Bordeaux, et quelques gens de mer, tels le chevalier des Gouttes ou Razilly. Les résultats de la guerre sur mer sont assez mitigés, mais la marine a assez bien rempli sa mission principale.
coupait à la hauteur du golfe du Lion la route de ravitaillement ibérique qui, de Barcelone à Gênes, assure le financement des fameux tercios, les troupes d'élite espagnoles. En cela, elle a aidé indirectement la marine hollandaise de manière décisive. À côté de la marine militaire, Richelieu a bien vu le rôle que joueraient les colonies en soutenant les ports et les armateurs. Son œuvre essentielle fut institutionnelle avec la royalisation de la marine, l'organisation d'un corps d'officiers permanents et la création des arsenaux pour un budget régulier. Les navires de guerre sont désormais la propriété du roi, le pavillon blanc en est le symbole. Les bases d'une marine solide ont été créées.